Et si tout ce que vous croyez savoir sur le Sahel était déjà obsolète? Imaginez, en moins d'un an, 3 États de la région ont bouleversé tous les scénarios attendus, posant les bases d'une force militaire commune, d'une banque régionale et même d'un passeport partagé. Derrière ces annonces, souvent perçues comme de simples symboles ou réactions à l'urgence, se cache en réalité un basculement silencieux, mais décisif, de l'équilibre géopolitique régional. Pourquoi la figure d'Ibrahim Traoré, chef d'État du Burkina Faso, cristallise-t-elle autant d'attention, au-delà des frontières nationales? Parce qu'il incarne cette accélération stratégique, ce passage rapide d'une alliance de circonstances à une structuration institutionnelle méthodique. Ce que la plupart des observateurs internationaux n'osent pas formuler clairement, c'est que le Sahel ne se contente plus de survivre. Il construit, à toute vitesse, un bloc solidaire sur plusieurs fronts, dessinant une nouvelle carte du pouvoir africain. Pourtant, les signaux les plus importants passent presque inaperçus. Les faits visibles, comme la création d'états-majors conjoints ou l'annonce de corridors économiques, ne sont que la partie émergée d'un iceberg. Les vraies transformations s'opèrent dans les réunions techniques, la coordination administrative, le partage de financement et l'adoption de mécanismes opérationnels concrets. Résultat, des zones jadis instables voient leur tissu économique reprendre vie. Des opérateurs locaux recommencent à investir, portés par la perception d'une stabilité qui va au-delà du discours officiel. Ceux qui se limitent aux réactions médiatiques ou aux analyses superficielles risquent de manquer le vrai tournant. Car ignorer ces signaux faibles, c'est s'exposer à être pris de court lorsque ces nouvelles structures s'imposeront comme la norme. Les conséquences seront tangibles: opportunités économiques inédites, redéfinition des routes commerciales, reconfiguration des alliances de sécurité et repositionnement sur la scène internationale. Le temps où l'on pouvait résumer le Sahel à une zone de crise ou de survie touche à sa fin. Alors, pour comprendre la portée réelle de cette transformation, il faut revenir au contexte et décoder la mécanique institutionnelle qui s'installe sous nos yeux. Pourquoi ce basculement au Sahel? Quels faits concrets indiquent déjà que la situation dépasse les discours officiels? Pour comprendre ce qui se joue, il faut prendre du recul et observer ce qui, dans l'ombre des grandes annonces, change déjà en profondeur sur le terrain. Tout commence véritablement avec le retrait fracassant des États sahéliens de la CEDEAO. Un geste inédit, souvent présenté dans les médias comme une réaction de survie, une provocation ou un baroud d'honneur. Mais ce retrait a surtout servi de catalyseur à une union sahélienne sans précédent. En quelques mois seulement, sous l'impulsion de dirigeants comme Ibrahim Traoré, le projet a basculé d'une simple coordination de crise à une architecture institutionnelle ambitieuse et méthodique. Regardez les chiffres. En moins d'un an, une force conjointe de 5 000 à 6 000 hommes a été annoncée, avec un état-major commun, et surtout une mutualisation des ressources militaires. Ce n'est plus une litanie de réunions symboliques. Ce sont des chaînes de commandement partagées, des financements mutualisés, des programmes conjoints lancés à cadence accélérée. À chaque étape, une nouvelle couche opérationnelle est venue renforcer le dispositif, réduisant l'improvisation et ancrant la coopération dans le concret. Pour les observateurs avertis, des signes faibles mais décisifs sont apparus dans les zones frontalières, jusque-là instables. Là, des opérateurs économiques locaux recommencent à planifier à moyen terme, signe d'une stabilité relative, certes fragile, mais réelle. Or, ce genre de comportement ne découle jamais simplement d'une déclaration politique. Il traduit une perception de changement tangible, sur le terrain, par ceux qui y vivent et y investissent au quotidien. La transformation en cours ne se limite pas à la sécurité. Elle s'organise autour de 3 axes structurants: la défense, la diplomatie et le développement économique. Ce sont les populations des zones transfrontalières qui, les premières, perçoivent la différence. La présence étatique, autrefois sporadique, s'étend désormais à 65, parfois 75%, voire plus, du territoire dans certaines zones, selon des estimations régionales. Cela change la donne pour les communautés. Accès facilité aux services de base, reprise progressive des activités économiques, sentiment de protection retrouvé. Ibrahim Traoré, dans ce contexte, n'est pas seulement un chef d'État parmi d'autres.
Il est devenu l'un des pivots visibles de cette dynamique collective, un catalyseur qui accélère une trajectoire enclenchée par des facteurs régionaux profonds. Son rôle, souvent analysé comme celui d'un accélérateur politique, attire l'attention internationale et signale que le processus ne se résume plus à une réaction face à la crise, mais à une tentative de reconfiguration durable de l'ordre régional. Ce qui frappe, en réalité, c'est la rapidité et la profondeur de cette évolution. Les mécanismes autrefois théoriques sont désormais opérationnels. Réunions techniques, harmonisation administrative, déploiement conjoint. La sécurité n'est plus présentée comme une mission de l'État seul, mais comme une responsabilité collective, portée jusqu'aux citoyens via des fonds nationaux de solidarité sécuritaire alimentés directement par une part des revenus publics. Cela témoigne d'un basculement d'ampleur. L'effort collectif est institutionnalisé, enraciné dans le quotidien. Mais voilà le vrai enjeu pour nous, spectateurs parfois éloignés de la réalité sahélienne. Mésestimer l'évolution en cours, rester prisonnier des narratifs médiatiques superficiels, c'est risquer de manquer le tournant. Car lorsque les acteurs économiques anticipent, que les institutions internationales surveillent en silence, que les diplomaties étrangères adaptent déjà leur posture, cela révèle un processus transformateur, perçu comme tel avant même d'avoir livré tous ses effets visibles. Pris séparément, chaque chiffre ou chaque anecdote pourrait sembler anodin. Mais ensemble, ils dessinent un faisceau cohérent qui indique une seule chose. La situation évolue à une vitesse supérieure et selon une profondeur que peu d'analyses saisissent pleinement. Les équilibres régionaux sont en train de basculer, silencieusement, mais sûrement. Mais derrière ces chiffres et ces annonces, quels sont les mécanismes invisibles qui orchestrent ce changement? Quels leviers, discrètement activés, garantissent la solidité de cette nouvelle alliance? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Les détails qui échappent à la majorité révèlent la vraie mutation. Là où beaucoup se concentrent sur les grandes annonces, c'est dans la mécanique du quotidien, presque silencieuse, que s'opère la transformation du Sahel. On parle ici de réunions techniques qui se sont enchaînées à un rythme inédit entre les capitales concernées, non pas pour multiplier les discours, mais pour harmoniser les pratiques, corriger les textes, ajuster les stratégies. Ce n'est plus le temps des intentions, c'est celui de la mise en œuvre, avec des états-majors militaires désormais fusionnés, une administration qui commence à parler d'une seule voix sur les dossiers cruciaux et surtout un financement partagé. Autrement dit, la coopération a quitté le terrain symbolique pour s'installer dans l'opérationnel. Prenons un exemple parlant, le Fonds de solidarité sécuritaire, alimenté directement par des contributions citoyennes, n'est pas qu'une mesure ponctuelle. Désormais, une partie des revenus publics est prélevée pour soutenir l'effort de défense commun. Ce geste traduit un basculement profond. La sécurité n'est plus seulement une prérogative de l'État, mais une responsabilité assumée collectivement, matérialisée au quotidien par des actes concrets. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est une mutation dans la façon de penser la souveraineté et la résilience. Dans le même temps, sur le terrain, des chiffres circulent. Certains observateurs parlent aujourd'hui de zones sous contrôle effectif entre 65 et 75%, voire jusqu'à 85 à 90% selon les sources. Certes, ces données méritent d'être prises avec recul, mais leur progression montre une volonté de densifier la présence étatique, de passer du statu quo à l'extension du contrôle réel sur le territoire. Ce ne sont plus des avancées symboliques, mais des chantiers quotidiens qui modifient la réalité vécue par les populations. Ce mouvement ne s'arrête pas à la sphère institutionnelle. Les opérateurs économiques, petits comme grands, commencent déjà à adapter leur comportement. Certains revoient leur circuit de distribution, testent de nouveaux partenariats, ajustent leur stratégie d'investissement. On observe aussi une vigilance accrue de la part des acteurs internationaux, qui recalculent discrètement leurs prévisions, conscients que la donne régionale est en train de changer plus vite que prévu. C'est là que réside la différence fondamentale de cette période. On est passé du stade de la déclaration à celui de l'action, et la cadence s'accélère. Ibrahim Traoré, souvent cité comme le visage de cette intensification, n'est d'ailleurs pas le seul artisan du processus, mais il en est le catalyseur visible. Sa posture publique sert de signal, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
que ce projet ne repose pas sur un homme providentiel, mais sur une dynamique collective, structurée, et de plus en plus lisible par les partenaires étrangers. Quand un dirigeant incarne publiquement une trajectoire qui mobilise plusieurs États, cela signifie que le seuil de perception internationale a été franchi. Ce n'est plus une expérience isolée, c'est un bloc qui se construit et qui commence à peser dans les équilibres régionaux. Face à ce constat, il y a bien sûr des voix qui s'interrogent et tempèrent l'enthousiasme. Certains analystes rappellent que la fragilité de l'architecture sahélienne reste réelle. Les défis sécuritaires, économiques et institutionnels sont immenses, et l'histoire regorge d'exemples où des alliances prometteuses ont buté sur l'épreuve du temps, des budgets ou de la logistique. La mutualisation militaire, la coordination politique, la confiance entre partenaires. Tout cela ne tient que si chaque maillon résiste à la pression. D'autres mettent en garde contre la tentation de croire que diversifier les partenaires internationaux suffirait à s'émanciper des dépendances d'hier. Multiplier les alliances, c'est aussi devoir composer avec des intérêts divergents et des négociations plus complexes. Mais ces critiques passent souvent à côté d'un fait essentiel, la logique de contrainte partagée qui prévaut aujourd'hui. Quand plusieurs États affrontent une menace comparable, la coopération cesse d'être un choix idéologique. Elle devient une nécessité organique. Ce socle commun, forgé dans l'urgence et la contrainte, produit une alliance plus résistante que les pactes de circonstances du passé. De plus, diversifier les partenaires ne supprime pas le risque, mais le redistribue, ce qui, dans le jeu international, est déjà une stratégie en soi. Tous ces éléments mis bout à bout dessinent une réalité à la fois plus rapide et plus profonde que ce que la plupart des analyses avaient anticipé il y a encore quelques mois. L'apparition, en coulisses, d'une feuille de route stratégique en cours de calibration conjointe entre ministères et experts, loin d'être un simple effet d'annonce, montre que l'on prépare déjà la phase suivante. Cela change la perspective. On ne parle plus d'une série d'actions ponctuelles, mais d'un agenda de long terme, pensé, structuré, ajusté en temps réel. Ce genre de document, même non publié, est le signe que la machine institutionnelle tourne à plein régime, que la transformation est conçue pour durer, pas pour impressionner. Dans ce contexte, la posture d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Il n'est pas l'unique moteur, mais il devient le visage de ce passage entre la phase initiale et la consolidation. Sa visibilité extérieure oblige les partenaires internationaux à sortir de la simple observation. Certains adoptent une attitude attentiste, d'autres révisent leur stratégie d'engagement, la plupart accroissent leur vigilance. Il n'est désormais plus question de parier sur un retour en arrière, car la perception internationale s'ajuste. Ce projet n'est plus vu comme une parenthèse, mais comme une reconfiguration durable de l'ordre régional. C'est là tout l'enjeu. Ne pas voir que la transition en cours au Sahel a quitté le mode défensif pour entrer dans une logique de puissance, c'est risquer de manquer les implications majeures que cela aura sur la stabilité, les investissements et l'influence dans la région. Ignorer ces dynamiques, c'est s'exposer à être pris de court par un basculement dont les effets se feront sentir bien au-delà des frontières africaines. Dès lors, quel chemin s'ouvre pour ce nouveau bloc sahélien et à quoi faut-il s'attendre? 3 trajectoires. Un enjeu, stabilité, transformation ou échec. C'est maintenant que tout se joue. L'avenir du bloc sahélien, de son influence, des opportunités et des risques qu'il porte, va dépendre de choix concrets, de décisions collectives et de la capacité à tenir la distance. Face à l'incertitude, il faut s'arrêter sur 3 scénarios principaux, parce qu'il n'y a pas de destin écrit, mais des chemins qui s'ouvrent ou se referment à chaque étape. Premier scénario, sans doute le plus probable à ce stade. La dynamique actuelle se poursuit de façon méthodique. La coopération sécuritaire s'approfondit, mais sans saut spectaculaire. Les mécanismes économiques communs avancent à petits pas, les institutions régionales se mettent en place dans le temps long. La pression extérieure, qu'elle soit diplomatique ou économique, ne disparaît pas, mais reste contenue par la cohésion interne. Ce scénario ne fait pas les gros titres, n'alimente pas les récits de rupture brutale. Pourtant, il installe progressivement une stabilité relative, ce qui est déjà un enjeu majeur dans un contexte aussi volatile.
La consolidation institutionnelle devient alors la clé. Chaque sommet, chaque texte harmonisé, chaque arbitrage budgétaire partagé apporte sa pierre à un édifice qui, lentement mais sûrement, pourrait tenir. Cette trajectoire n'efface pas les risques, mais elle rend le changement durable, presque silencieux, tant il s'infiltre dans les pratiques de gouvernance quotidienne. Deuxième scénario, plus optimiste. Ici, l'ensemble des facteurs positifs convergent. Les progrès sécuritaires se confirment sur le terrain, les opérations conjointes réduisent la menace, rassurent les populations et permettent une reprise de l'activité économique. Les projets de développement commun, infrastructures, énergie, agriculture, produisent des résultats visibles, même symboliques, qui dopent la confiance collective. La diversification diplomatique s'accélère. Nouvelles alliances, ouverture à des partenaires non traditionnels, marge de manœuvre élargie face aux pressions extérieures. Dans cette version, la transformation du Sahel devient un cas d'école, une sorte de laboratoire régional qui inspire d'autres zones en crise. Ibrahim Traoré et ses homologues seraient alors perçus non plus seulement comme des acteurs contextuels, mais comme les architectes d'une réussite stratégique. Dans ce cas, la nouvelle confédération sahélienne deviendrait un pôle d'attraction économique, un partenaire courtisé et un acteur qui pèse sur la scène diplomatique africaine et internationale. Mais bien sûr, il y a aussi le scénario pessimiste. Celui où les contraintes extérieures, sanctions, isolement, ingérence, s'accroissent, où les recettes budgétaires stagnent, où les attentes populaires, d'abord galvanisées, se retournent en impatience ou en défiance. Les mécanismes de coordination s'essoufflent, les rivalités internes ressurgissent et la fragilité politique s'installe. Dans ce contexte, chaque décision nationale peut provoquer un effet domino négatif sur l'ensemble du bloc. Les partenaires extérieurs pourraient alors minimiser la portée du projet, les investisseurs retarder ou annuler leurs engagements, et les populations, lassées, retourner à une routine de méfiance et de précarité. Rien n'est jamais joué d'avance, mais ce scénario rappelle à quel point l'équilibre en construction reste fragile et exposé à des chocs exogènes. Dans tous les cas, il faut insister sur un point essentiel. L'avenir du bloc sahélien n'est pas déterminé. Tout dépendra des arbitrages à venir, de la capacité à coordonner les intérêts parfois divergents, d'une résilience institutionnelle à l'épreuve des crises. Même sans révolution visible, la transformation s'installe par capillarité, dans les habitudes de gouvernance, les calculs économiques, les mentalités collectives. Déjà, la perception du projet change. Ce qui était vu comme une réaction défensive ou un simple coup de communication devient un processus suivi de près, intégré dans les scénarios des analystes, pris en compte dans les stratégies des États voisins. D'ailleurs, l'impact commence à se faire sentir bien au-delà du Sahel. Les pays limitrophes ajustent leurs politiques, réévaluent leurs alliances, certains cherchent à s'associer, d'autres préfèrent la prudence, mais tous prennent acte de la naissance potentielle d'un nouveau pôle d'influence régionale. Ce glissement, même progressif, modifie déjà la manière dont on pense la sécurité, l'économie et la diplomatie en Afrique de l'Ouest. Les marchés, eux aussi, réagissent. Une stabilité relative rend le risque plus calculable, attire des projets pilotes, encourage des investissements ciblés, à condition de ne pas sous-estimer la complexité de la situation. Le vrai risque, pour les acteurs extérieurs comme pour les populations locales, ce n'est pas que le projet échoue brutalement ou réussisse sans faille. C'est surtout de ne pas anticiper, de rester dans l'attentisme et de subir trop tard les conséquences économiques, politiques ou stratégiques de cette reconfiguration. Ceux qui n'auront pas intégré assez tôt ce nouvel équilibre risquent de manquer les opportunités ou de se retrouver exposés à des menaces qui auraient pu être prévues. Alors, face à cette mutation silencieuse mais profonde, une question s'impose. Que peut-on concrètement faire, dès maintenant, pour influencer ou tirer parti de cette transformation qui, qu'on le veuille ou non, redessine le paysage régional? Comment ne pas rester simple spectateur de l'histoire en marche? Voilà la vraie question qui se pose à chacun d'entre nous. Parce que ce qui se joue au Sahel, loin de n'être qu'une succession de communiqués, nous oblige à repenser notre façon d'analyser et surtout d'agir face à un basculement régional qui s'accélère.
On l'a vu, à chaque niveau, des choix décisifs s'imposent. Aucun n'est anodin. Rester passif, c'est accepter de perdre en influence, en compréhension, et bientôt peut-être en capacité d'anticipation. Mais alors, concrètement, que faire? D'abord, pour les autorités nationales engagées dans ce processus, la première urgence est claire: consolider les fondations institutionnelles. Cela veut dire quoi, au quotidien? Maintenir une coordination sécuritaire solide, malgré la pression, et suivre l'efficacité réelle des dispositifs mis en place. Pas seulement afficher une alliance sur le papier, mais vérifier, exemples à l'appui, que dans telle zone, la sécurité est revenue, que la circulation reprend, que l'activité économique renaît. C'est là que se joue la crédibilité du projet porté par Ibrahim Traoré et ses homologues, non dans de grandes déclarations, mais dans la capacité à produire des résultats perceptibles, durables, sur le terrain. Il s'agit donc d'instaurer une évaluation régulière, avec des indicateurs précis, pour ne pas se laisser endormir par l'habitude ou par l'autosatisfaction. La stabilité d'un bloc institutionnel ne tient pas dans le symbole, mais dans la routine efficace. Ensuite, pour les organisations, qu'elles soient économiques ou administratives, le défi est l'exécution. Les structures créées, agences techniques, fonds logistiques, plateformes régionales, doivent rapidement démontrer leur utilité réelle. Comment mesurer ce succès? Par la réduction des délais administratifs, la fluidité des échanges, la stabilité retrouvée des circuits commerciaux. Ce n'est pas une question d'image, mais de résultats visibles. Plus les citoyens et les acteurs économiques constateront des changements concrets, plus la légitimité du processus s'enracinera. Sans cela, même la meilleure architecture institutionnelle restera une façade vide. Pour les citoyens, même si le rôle peut paraître discret ou lointain, il est en réalité fondamental. S'informer, comprendre les enjeux, c'est déjà participer. Il ne s'agit pas de prendre parti ou de se perdre dans les polémiques, mais de s'assurer que l'on suit l'évolution des mécanismes civiques mis en place. Participer à la vie locale, contribuer à la remontée d'informations, exercer un droit de regard, ce sont les bases invisibles, mais essentielles, d'une transformation qui s'ancre dans la durée. Une population informée agit différemment, développe une capacité de discernement qui pèse sur la réussite de la dynamique collective. Pour les partenaires extérieurs, la tentation pourrait être d'intervenir, de suggérer des directions, voire d'imposer des modèles. Mais la contribution la plus efficace aujourd'hui, c'est plutôt d'accompagner les dynamiques locales en cours, de miser sur des coopérations transparentes où les résultats sont mesurables et où l'écoute prime sur la prescription. Il ne s'agit plus de dictater l'agenda, mais d'agir en soutien, sans brouiller le message, ni ralentir la structuration autonome du bloc sahélien. Un point clé à retenir: c'est souvent dans les détails administratifs les plus discrets que commence le vrai basculement. Les réunions techniques, les ajustements de procédures, les outils partagés, là où certains ne voient que de la paperasse, c'est en réalité le laboratoire silencieux d'une reconfiguration majeure. Les projecteurs n'y sont pas, et pourtant, c'est à cet endroit, loin des annonces, que se forgent les futurs équilibres. La transformation durable ne dépendra pas du spectaculaire, mais de la qualité de l'exécution, de la capacité à ancrer les changements dans le quotidien. Rester attentif aux signaux faibles, c'est une longueur d'avance assurée, tant pour anticiper les évolutions que pour comprendre leur portée réelle, économique, sociale, géopolitique. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer d'être dépassé, qu'on soit décideur, investisseur, citoyen ou simple observateur. Les conséquences se feront sentir tôt ou tard, dans les marchés, dans la sécurité, dans le jeu d'influence internationale. Ne pas subir, mais comprendre, voilà l'enjeu. En définitive, que retenir et comment agir face à cette réalité en mouvement? Un détail, une idée, une vigilance. Voilà ce qui distingue ceux qui voient devenir l'histoire de ceux qui la subissent. Au Sahel, c'est précisément dans l'attention à ces petits signaux que se joue aujourd'hui la capacité à anticiper et à comprendre des bouleversements majeurs. Beaucoup, face à la multiplication des annonces et des communiqués, choisissent de ne retenir que l'apparence. Une alliance de plus, un sommet, une déclaration.
Mais ceux qui prennent la peine de regarder derrière les mots voient se dessiner autre chose. Une recomposition silencieuse, mais résolue, d'un espace régional qui ne se contente plus de réagir. Il construit, étape par étape, une nouvelle architecture de pouvoir. Ce qui se joue dépasse largement le simple symbole ou le réflexe de survie souvent évoqué dans les analyses superficielles. Ce que nous observons, c'est une accélération de la structuration régionale, portée par des choix méthodiques, renforcement des coordinations sécuritaires, création d'outils économiques communs, élaboration de cadres diplomatiques indépendants. Ibrahim Traoré, loin de n'être qu'un visage parmi d'autres, incarne ce moment charnière où des décisions nationales s'inscrivent dans une dynamique transfrontalière. Ce n'est pas tant la figure individuelle qui compte, mais la façon dont elle cristallise une volonté collective de repenser les règles du jeu. Pourtant, réduire ces évolutions à des gesticulations passagères serait une erreur stratégique. Les signes sont là. Indicateurs économiques qui s'améliorent localement, circuits commerciaux qui retrouvent une certaine fluidité, administration qui, timidement mais sûrement, commence à appliquer de nouveaux standards. Ce sont des avancées parfois fragiles, souvent invisibles à ceux qui ne cherchent que le spectaculaire, mais qui, cumulées, esquissent un basculement durable. L'histoire du Sahel moderne ne s'écrit pas en slogan. Elle se construit dans l'épaisseur du temps, dans la patience des réformes, dans l'endurance face aux doutes et aux pressions extérieures. Négliger ces dynamiques, c'est se condamner à réagir trop tard. Car l'enjeu n'est pas seulement politique ou militaire. Il touche à la capacité d'anticiper les futurs défis, de saisir les opportunités économiques, de préserver sa place dans un nouvel équilibre des pouvoirs. Les marchés, les investisseurs, les partenaires extérieurs, tous seront affectés par cette reconfiguration. Ce qui paraît lointain aujourd'hui peut, demain, bouleverser concrètement des trajectoires individuelles et collectives. Ignorer la transformation en cours, c'est risquer d'être dépassé par elle lorsqu'elle deviendra irréversible. C'est pourquoi partager cette analyse n'est pas un simple acte de diffusion. C'est élargir le cercle de ceux qui comprennent ce qui se joue et qui peuvent, à leur tour, mieux agir ou mieux conseiller. Les discussions, les échanges d'idées, la confrontation des points de vue ne servent pas seulement à commenter l'actualité. Ils permettent d'affiner les analyses, de détecter les angles morts et parfois d'anticiper ce que l'on n'aurait pas vu seul. Dans ce contexte, la vigilance collective devient une ressource stratégique. Au fond, il restera toujours des zones d'incertitude. Peut-être que la sécurité, l'économie ou la diplomatie pèsera le plus dans la balance. Peut-être qu'un facteur inattendu viendra tout bouleverser. Mais suivre ces évolutions, c'est déjà choisir de faire partie de ceux qui regardent le monde en mouvement, et non de ceux qui le découvrent trop tard. Si cette réflexion vous a permis de voir différemment le Sahel, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à en débattre, à confronter vos analyses à d'autres regards. Car l'histoire ne retient jamais ceux qui ferment les yeux, mais elle se souvient de ceux qui ont su reconnaître, à temps, les signes de son basculement.